The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. L'audience du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. Good morning, everyone. Le président, bonjour à toutes et à tous. Je demande à la greffière ou au greffier d'audience de bien vouloir citer l'affaire, s'il vous plaît. Le greffier d'audience, bonjour, monsieur le président. Il s'agit de l'affaire IT 95-5/18, le procureur contre Radovan Karadzic. Le président, je vous remercie. La présentation des parties, s'il vous plaît, à commencer par l'accusation. Monsieur Tigue, bonjour Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, toutes les personnes dans le prétoire, à l'extérieur du prétoire. Alan Tigue, Hildegard Retzlaff et Ian Reid dans le prétoire pour l'accusation. Et Katrina Gustafsson et Melissa Pack nous rejoindra au cours des présentations. Le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, du côté de la défense, l'accusé Karadzic, Excellence, bonjour à vous. Toutes et tous, je vais présenter mes principaux conseillers juridiques, M. Peter Robinson, Petrievich et Marcos Ladojevic. Le président, il y a un autre conseiller juridique dans le prétoire, M. Karadzic, n'est-ce pas? Pourquoi ne le présentez-vous pas? Oui. Pardonnez-moi. Monsieur Petrievich. Alors, pour ce qui est du conseil d'appoint, bonjour. Maître Harvey, bonjour. Monsieur le Président, toutes les personnes présentes dans la prétoire. Richard Harvey, assisté de Mirjana Vukajlovic pour le conseil d'appoint. Le Président, je vous remercie. Nous avons entendu la déposition du premier témoin à charge il y a environ 4 ans et demi, en avril 2010, et la défense a clôturé et terminé la présentation de ces moyens au moins il y a 5 mois, au mois de mai 2014. Nous sommes maintenant parvenus au stade de cette procédure où nous allons entendre les plaidoiries et les réquisitoires des parties en vertu de l'article 86 du règlement de procédure et de preuve. La Chambre a ordonné que l'accusation et la défense auront chacun respectivement 10 heures pour présenter leurs réquisitoires et plaidoiries et 1 heure et demie pour les répliques et dupliques respectivement. Avant de donner la parole à l'accusation, je souhaite déclarer au compte-rendu d'audience que vendredi soir, les juges de la Chambre, par l'intermédiaire de leurs juristes, ont envoyé aux parties une liste de questions, et ce, par courriel. La Chambre souhaitait que les parties tiennent compte de ces questions et les englobent dans les arguments que les parties vont présenter au fil des prochains jours. Je pense que les parties ont reçu ces questions. À cet égard, je souhaite que les parties identifient les questions avant d'y répondre, et ce, au fin du compte-rendu d'audience. Également, je souhaite m'excuser auprès des parties pour le fait que ces questions vous ont été envoyées tardivement vendredi en fin de journée, mais les juges de la Chambre ont estimé que même envoyées si tardivement, ce serait préférable que de simplement poser ces questions dans le prétoire, ce qui pourrait prendre de court éventuellement les parties. Cela ne signifie pas pour autant que les juges de la Chambre n'auront pas des questions supplémentaires à poser qui pourront surgir lors de la présentation des réquisitoires et plaidoiries. Vous avez maintenant la parole, Monsieur Tiga. Monsieur Tiga. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges, au mois d'août 1992, lorsqu'un musulman de Bosnie ou croate de Bosnie, lorsque la communauté des uns et des autres ont été détruits ou terrorisés, le président du CICR a expliqué ce que le monde savait déjà à ce moment-là. Et je cite, « Je vais vous dépeindre
l'image triste. La population civile est systématiquement harcelée. Des milliers de civils sont arrêtés dans leurs maisons, brutalisés, voire même tués. Des groupes minoritaires tout entiers, comprenant des dizaines de milliers de civils, sont systématiquement transférés par la force. Des centaines de milliers de civils ont fait l'objet de sièges pendant plusieurs mois dans des villes comme Bihać, Bosanski Brod, Derventa, Goražde et Sarajevo. Des détenus, dont la majorité sont des civils, sont détenus dans des conditions extrêmement pénibles dans des lieux de détention qui sont totalement inconvenants à cette fin. Ces détenus sont maltraités et des centaines d'entre eux ont été exécutés. Lorsque des représentants de la communauté internationale ont confronté Karadzic à ces crimes de masse, il a détourné ses critiques en parlant de la victimisation des Serbes ou a avancé des prétextes pour indiquer qu'il avait de bonnes intentions. Maintenant, après des centaines d'auditions de témoins, 50 000 pages de compte-rendu d'audience, plus de 2000 pièces à conviction, la politique du nettoyage ethnique est clairement définie. Et Karadzic, comme cela a été découvert en étant l'élément moteur et l'homme qui, à l'époque, fanfaronnait des mesures difficiles qu'il avait prises et qu'il avait mis en œuvre, et maintenant il prétend que celles-ci n'ont jamais existé, qui a prôné une histoire révisionniste des événements, qui nie des milliers et des milliers de crimes, qui a fait l'éloge et qui a promu ceux qui ont mis en œuvre cette politique criminelle et qui maintenant anticipe sur cette histoire révisionniste, ce qui est incroyable et qui fait porter la faute à ceux qui ont commis le sale travail, qui a déployé des efforts pour cacher et détruire des documents incriminants, a préparé une défense qui était fondée sur des mensonges et néanmoins des partisans qui se sont conformés à ce qu'il souhaitait qu'ils disent et qui lui étaient restés fidèles. Qui a, à tort, affirmé que l'acte d'accusation contre lui criminalise les Serbes, ce qui délibérément ternit la réputation du peuple serbe pour pouvoir se cacher derrière eux. On savait que c'était un menteur aux yeux de la communauté internationale avec lequel il traitait à l'époque Akashi, Owen, Rose, Smith, Vance, Okun, Coutiliero et continue à distiller ces faux récits dans le prétoire. Comme nous le savons, Karadzic a dit à la fois aux victimes et à ses partisans ce qui devait arriver. Des milliers ont été tués, des centaines de villes détruites et des personnes massivement déplacées par la force. Nous allons nous concentrer sur les crimes de masse, cependant, au risque de perdre de vue les crimes individuels, dont les tragédies, une par une, relèvent de sa responsabilité. Les brefs récits qui suivent de 3 victimes nous rappellent simplement qu'il y avait une seule personne après l'autre qui a perdu ses proches, qui ne les ont jamais revus et encore une fois, dont les contributions n'ont jamais pu être réalisées à l'avenir, ou de nombreuses personnes qui se battent au quotidien, qui souffrent physiquement ou qui craignent ou qui avaient peur parce qu'elles pensaient rester et ne pas pouvoir partir. Des personnes telles que le feu Suleiman Shralo, qui avec sa famille et d'autres non-serbes de la municipalité de Palais a été chassé de leur maison et transféré par la force de Sarajevo au mois de juillet 1992. Lui et sa famille vivaient pendant la guerre avec cette peur au ventre que l'un d'eux pouvait être tué par un tireur embusqué ou un obus. Il a brûlé des meubles et des livres pour pouvoir avoir chaud et a vu des gens sur lesquels on tirait sous ses yeux et des cadavres qui ne pouvaient pas être ramassés en raison des tirs embusqués et des pilonnages continus. Le 28 octobre 1995, sa femme a réussi à se faufiler au marché pour aller chercher du lait en poudre pour les enfants. Elle n'est jamais revenue, tuée par un obus de mortier aux faits énumérés G19 dans les annexes. Elle a été enterrée la nuit même, comme c'était la coutume à Sarajevo, de façon à ce que les personnes qui assistent aux obsèques pouvaient veiller leur mort sans être tuées ou faire l'objet
d'un pilonnage. Ou un autre témoin, connu ici sous le nom de KDZ Z069, qui, au mois de juillet 1995, s'était connu un jeune garçon de 17 ans qui vivait avec sa famille à Srebrenica. Lui et son père souhaitaient rejoindre la colonne qui fuyait en direction de Tula et ils ont été séparés. Il n'a jamais revu son père. KDZ-69 et bon nombre d'autres personnes de la colonne se sont rendues. On les a contraints à se rendre dans la prairie de Sandichi où entre 1000 et 2000 personnes ont été capturées. KDZ-69 a dû monter à bord de camions. On les a, qui étaient déjà bondés de monde, et son corps était complètement engourdi. On l'a détenu pendant la nuit et n'a pas pu obtenir de l'eau. Le lendemain, on les a emmenés à l'école de Petkovci où ils ont été frappés et ont subi des violences. Ils ont attendu. Ils baignaient dans leur propre urine. Ils mouraient de soif. Ils écoutaient les tirs, les coups de feu, alors que l'on faisait sortir les hommes de l'école et qu'on les tuait. Ensuite, on leur a ordonné d'enlever leurs chaussures et leurs vêtements, et ce jusque la taille. Leurs mains étaient liées dans le dos et on les a fait monter à bord d'un autre camion serré comme des sardines. On les a emmenés au lieu d'exécution du barrage de Petkovci. Malgré la connaissance que la mort les attendait, certains avaient tellement soif qu'ils ont hurlé « Donnez-nous de l'eau et ensuite tuez-nous ». On leur a ordonné de descendre des camions, 5 à la fois, de se coucher par terre et ensuite on les a tués. Miraculeusement, malgré le fait qu'il ait été touché à plusieurs reprises, KDZ-69 n'est pas mort. Mais à regarder les autres que l'on menait à la mort, les a regardés, gémissant de douleur à côté de lui parce qu'ils avaient reçu un coup à la tête. Il souffrait de façon insupportable et souffrait de soif. Il priait pour qu'on le tue parce qu'il souhaitait mourir, et il a pensé à sa mère qu'il ne reverrait plus. Néanmoins, il a survécu. Et une fois que les soldats sont partis, il a roulé sur les corps morts jusqu'à un autre survivant, de façon à ce qu'ils puissent se détacher l'un l'autre. Incapable de marcher, au cours des 4 jours précédents, il a réussi à atteindre le territoire musulman en rampant, et il a été porté quelquefois par son co-survivant. Comme tellement d'autres histoires héroïques que l'on ne peut pas raconter ici, le docteur Eso Sadikovic de Prijedor, un médecin qui travaillait pour les Nations Unies dans la région Pacifique et en Afrique, qui a été fait prisonnier à Omarska. Il était connu, c'était un homme connu et profondément humain qui aidait toute personne qu'il pouvait aider. Après que tous les médecins de Prijedor aient été tués, avant l'aube, au début du mois d'août, le docteur Sadikovic a fait l'objet d'un appel et ceci semblait menaçant. Les co-détenus, Nusret Sivax, se souvient de ces derniers moments. Le docteur Esso s'est levé. Il a pris son sac en nylon dans lequel se trouvait une poignée de cigarettes que les autres prisonniers avaient collectées pour lui. Il a apporté sa chemise qui était sale. Il s'est dirigé vers la porte. Il s'est levé. Il ne disait rien et ensuite tout a commencé. Les autres ont commencé à s'exprimer à voix haute et nous avons dit, le docteur Esso, merci, merci pour tout. Il s'est simplement retourné, il a dit merci mes amis, au revoir. Nous ne pouvions pas croire qu'il y avait une personne aussi criminelle au monde qui puisse tuer un homme que le docteur Esso. Ce qui lie toutes ces tragédies et d'innombrables autres tragédies, c'est qu'ils sont le résultat de ces 4 entreprises criminelles communes ou de l'entreprise criminelle commune. L'entreprise criminelle commune qui visait à déplacer par la force les musulmans de Bosnie et les Croates par l'intermédiaire de crimes qui comprenaient la persécution, la torture, le meurtre, l'extermination et le génocide. Une entreprise criminelle commune visant à mener une campagne de pilonnage et de tir isolé contre la population civile de Sarajevo, dont le principal objectif était de semer la terreur. Une entreprise criminelle commune qui visait à prendre des otages pour contraindre l'OTAN à s'abstenir de lancer ses frappes aériennes. Une entreprise criminelle commune qui visait à éliminer les musulmans de Bosnie à Srebrenica en les tuant les garçons et les hommes et de déplacer par la force les jeunes enfants et les personnes âgées.
tous distincts néanmoins avec le même objectif qui visait à réaliser un État serbe sur les vastes territoires à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine. Ce qui lie ensemble cette entreprise criminelle commune, c'est Radovan Karadzic. Je vais maintenant parler de l'entreprise criminelle commune. L'entreprise criminelle commune a puisé ses racines dans la détermination de Karadzic, à savoir que les Serbes de Bosnie ne devaient pas être séparés des autres Serbes dans d'autres parties de l'ex-Yougoslavie et qu'il fallait qu'il y ait des frontières à un État en Bosnie qui soit souverain et indépendant. La Bosnie se rapprochait de son indépendance. Karadzic a tenté de prévenir cela par des négociations tout en préparant de façon unilatérale et empêchant que les Serbes ne deviennent une minorité dans une Bosnie souveraine si les négociations échouaient. Il a commencé à prendre des mesures et a repris ce que les Serbes minoritaires avaient fait en Croatie, tels que des camps d'entraînement ainsi que la régionalisation. Mais au mois d'octobre 1991, Karadzic et les dirigeants serbes de Bosnie avaient décidé d'avancer vers des solutions de facto et la création d'un État ethniquement distinct. Au cours des prochains mois, Karadzic a dirigé le SDS et a créé des organes de cet État et a créé sa police et son armée. Lorsque les négociations ont échoué et que l'indépendance de la Bosnie était à quelques jours de là, les représentants officiels de la municipalité de Karadzic et la police, aidés par les collaborateurs serbes de Karadzic, ont commencé une série de prises de contrôle, ce qui ont permis aux bosno-serbes de prendre le contrôle d'une part importante du territoire de Bosnie. Ces prises de contrôle ont été rapidement suivies par le nettoyage et voire quelquefois de la destruction des communautés musulmanes et croates de Bosnie, un processus qui a culminé en 1995 avec la destruction de l'enclave de Srebrenica, où s'étaient réfugiés un nombre de personnes d'autres municipalités. Entre-temps, à Sarajevo, sous les yeux horrifiés de la communauté internationale, les forces de Karadzic ont commencé une campagne qui a duré 3 ans et demi de pilonnage et de tirs embusqués contre la population civile. Et pour finir, Karadzic a essayé d'empêcher l'action internationale qui consistait à dissuader ces crimes en prenant pour otage le personnel des Nations Unies, en prenant leur vie comme une monnaie d'échange. J'ai décrit le récit de ces crimes de masse et de l'entreprise criminelle commune globale. Le docteur Sadikovic, mais des communautés tout entières et des parties importantes et distinctes de la communauté croate et musulmane de Bosnie ont été les victimes de cela. Prijedor. Comme je l'ai décrit au paragraphe 3 et 5 du résumé concernant Prijedor, et contrairement aux affirmations erronées de Karadzic, Prijedor ne relevait pas de son influence et de ce contrôle. Paragraphe 217, pièce de la défense FTB. Karadzic personnellement est intervenu pour s'assurer que les dirigeants du SDS s'étaient engagés à appliquer ces politiques. Les autorités de Prijedor ont reçu et mis en œuvre les variantes A et B, ont reconnu que la prise de contrôle physique de la municipalité a eu lieu le 30 avril, que cela faisait partie de la mise en œuvre du deuxième niveau des plans AB. Dans les efforts déployés qui visaient à prendre ses distances par rapport à ce qui se passait sur le terrain, Karadzic a affirmé que la prise de contrôle était une réaction à la présidence de la BiH qui souhaitait commencer les opérations de combat, paragraphe 1534. Ce qui est démenti non seulement par la déposition de Miskovic, mais par la déposition et la préparation telles que décrites au paragraphe 6 du résumé de Prijedor, y compris les instructions municipales du SDS afin de commencer la prise de contrôle et les préparatifs avant l'ordre de la présidence de la BiH dès 1830. Le récit de Prijedor fait froid dans le dos, donc je vais en parler de la façon la plus clinique et la plus simple possible. Après la prise de contrôle, la persécution des musulmans a commencé. Et comme le dit l'un des témoins en des termes très succincts, cela ressemblait à un ghetto. P677, page 10. Tel que décrit au paragraphe 10 du résumé de Prijedor, les musulmans ont fait l'objet de restrictions au niveau des déplacements, ont perdu leur emploi et parfois on les a contraints de porter des brassards blancs pour qu'ils puissent s'identifier, qu'on sache qu'il s'agissait de musulmans. P3478, pages 25 à 26. Tel que le paragraphe 10 sur le résumé de Prijedor qui a commencé à la fin du mois de mai 1992. Région après région où vivaient les musulmans. Ils ont été attaqués, détruits par la VRS et le MOUP, à commencer par un pilonnage et
commencer par le pilonnage de Rambarine après un affrontement armé au poste de contrôle. La VRS et le MOUP sont ensuite tournés leur attention à une région importante de Gozarad où des milliers et des milliers de musulmans vivaient et ont commencé le 24 mai leur pilonnage pendant 2 jours. Les forces serbes sont ensuite entrées dans la région et ont rassemblé des milliers de personnes pour les emmener dans des camps. Jusqu'à 800 personnes ont été tuées au niveau du pilonnage. Il y a une attaque par la suite, comme je l'ai dit dans le reste. Le reste de ma présentation ont été emmenés dans des centres de détention. La défense tente de caractériser ceci comme une opération de combat contre un adversaire féroce, 1544 à 45. Et c'est grotesque et disproportionné par rapport au nombre de victimes et aux faits jugés 1057. De toute façon, messieurs les juges, les éléments de preuve montrent clairement que l'attaque était dirigée contre l'ensemble de la communauté de Gozarad. 7000 musulmans ont été détenus, dont la majorité pouvait être considérée comme des bérets verts et étaient, même si on tient compte des estimations un peu exagérées des chiffres de l'armée. Si on compare 5348 à 1 KK, le rapport des prisonniers dès 1743, et qui évalue les effectifs totaux des bérets verts de entre 1500 et 2000. Et de ces maisons qui n'ont pas été détruites par le pilonnage, certaines ont été complètement dévastées au fil des mois suivants. La destruction a été menée par la VRS. Dans les termes même d'un témoin de la défense, les personnes ont été placées, ne pouvaient plus revenir parce qu'il n'y avait plus rien. Dès 2265, page 56-57, et les mosquées également ont subi les mêmes sorts et dans le même but. Ensuite, on décrit ce qui s'est passé avec les mosquées. Plus de plusieurs siècles d'ancienneté d'une ville de Tsarigrad ont été détruits. Ça a été rasé de la surface de la terre suite à une attaque d'1 heure à laquelle s'est opposé un petit groupe de musulmans armés d'armes légères. Ensuite, il y a eu les attaques de Bordeaux et Brichevo, qui se trouvent énumérés au A1, A10, 5, 10, 6, 10, 9 et dans la dernière partie du mois de juillet. On a parlé de dégâts collatéraux, mais cela ne tient pas debout, parce que les rapports de cette période disent que les bérets verts étaient une poignée et qu'il y avait des quantités insignifiantes d'armes légères. Ils se sont rendus ou ont vécu dans les bois, voire dans des abris souterrains, par groupe de 5 à 10 personnes, chose qu'on voit dans les documents 1743 à 1745. Il est clair que cette opération de Bordeaux a été conçue de façon à expulser la population ou à l'intimider. On peut voir cela à la note de bas de page 86 pour ce qui est du résumé Prédor. Dans l'opération de Bordeaux, il y a eu 300 à 350 personnes de tuées. Et on sait que ce n'est qu'une partie du nombre total de personnes tuées. Les autres estimations disent 500 à 700. Les corps ont été transférés vers la mine de Tomachica. Le reste des musulmans ont été évacués de là vers Omarska, Keraterm, où bon nombre ont été tués ou ont été emportés ailleurs. Il y en a d'autres qui ont été tués à Brichevo. Certains ont été emmenés au stade de Ljubija, où au moins 15 personnes ont été tuées. Dans son résumé ou dans ses écritures, Karadzic affirme qu'il y en a eu beaucoup de relâchés le même jour ou le jour après, au paragraphe 1558. Mais on ne dit pas qu'au stade de Ljubija, ils ont été envoyés vers Kipé et 90 hommes ont été exécutés là. Leurs corps ont été jetés dans une fosse et puis un engin de construction du génie a mis de la terre par-dessus. Il s'agit de ce qui figure à l'article A10.7. J'ai mentionné les camps où il y a du cerf-vivant de nettoyage ethnique qui ont été acheminés vers Omarska, Keraterm et Keraterm. Je vais parler maintenant plus en détail d'Omarska, comme on le dit au paragraphe 20 du résumé de Priedor. Omarska, ça a été mis en place suite à des ordres donnés par Drljača, le chef de la police locale. Et ça a été sécurisé par la VRS et la défense territoriale des lieux, du lieu dit. Dans l'acte d'accusation au C22, il est dit que plusieurs centaines ou milliers de prisonniers ont vécu dans des conditions
horribles dans des conditions non hygiéniques, entassés les uns par-dessus les autres avec des odeurs nauséabondes qui étaient partout présentes dans les pièces de détention. Les prisonniers étaient pratiquement affamés. On peut voir la vidéo P6686 où on voit les prisonniers manger rapidement une soupe aux haricots et on leur a donné cela pour être filmés par les journalistes. Les interrogatoires ont été conduits par le MOUP et les personnes ont été battues à mort, parfois, comme on le voit, au T44-25 et 44-26. Et comme le commandant du camp l'a reconnu, il arrivait souvent que l'on tabasse des gens parce qu'on entendait des cris et des hurlements toute la journée. Mis à part ces interrogatoires, les personnes ont été tabassées de façon violente ou de façon routinière, par exemple lorsqu'ils voulaient aller vers des toilettes nauséabondes ou aller à la cantine pour se faire donner une petite portion de pain. Et en particulier lorsqu'il s'agissait de la Maison Blanche où les prisonniers ont été maltraités de façon particulière. Il y avait en Mosca des femmes qui étaient censées nettoyer le sang et les bouts de tissu humain après les passages à tabac. Et la nuit, on les violait. De façon quotidienne à Omaska, on jetait les corps dehors et on les emmenait au bord d'un camion TAM. Les prisonniers avaient toujours peur de la mort parce qu'on ne savait pas qui allait être interpellé pour ne plus jamais revenir. Une fois, quelques 180 prisonniers ont été tués par des tirs d'armes à feu et leurs corps ont été chargés avec une chargeuse pour être évacués de là. Le commandant du camp, un témoin de la défense, a reconnu qu'au moins 100 personnes ont été tuées dans ce camp ou ont été emmenées ailleurs pour être liquidées. Je parle en particulier de leaders politiques musulmans et croates ou de représentants officiels de la police qui étaient systématiquement liquidés ou abattus de façon organisée. Leurs corps ont été retrouvés dans des fosses communes. S'agissant de Karaterm, les détenus ont également été gardés là dans des conditions inhumaines où on les avait entassés dans des entrepôts en béton où il n'y avait pas de place pour se coucher, où il n'y avait pas de ventilation, où il n'y avait pas d'accès aux toilettes et les gens avaient faim, ils souffraient de dysenterie, de poux et ils étaient souvent tués. Et pendant les journées du 24 et 25 juillet 92, à peu près 150 détenus ont été massacrés, notamment ceux qui se trouvaient dans la pièce numéro 3. Les autorités serbes se sont servies de Trnopolje pour y rassembler la population non serbe qui était destinée à être déportée hors de la Republika Srpska vers d'autres parties de la Bosnie-Herzégovine ou pays tiers. Plus de 23 000 personnes ont été détenues là-bas jusqu'à la fin du mois de septembre 1992. Et bien que les conditions n'aient pas été aussi barbares ou mortelles qu'à Ormarska et Karaterm, les détenus ont quand même été battus ou violés, comme on peut le voir à l'acte d'accusation, tableau C20.4. La défense affirme que Trnopolje avait été un centre de rassemblement où les gens venaient de leur propre gré. Et ceci se trouve être contredit par des éléments de preuve qui l'emportent et qui sont donnés au paragraphe 23 du résumé Priedor, y compris le témoignage de la défense, M. Stakic, qui a reconnu le contraire de ce qui est dit à cet égard, page du compte-rendu 45-329. En 1993, plus de 80% des villages serbes ont été détruits et pratiquement tous les lieux de culte musulmans ont été détruits. Quelques 44 000 musulmans et croates ont été expulsés de là. La défense affirme que les musulmans et les croates ont quitté Priedor de leur propre gré. Et on cite les propos du témoin KDZ26, paragraphe 15-37, note de bas de page 34-63. Il s'agit d'un homme qui a quitté Priedor lorsqu'il a été transféré de Ormarska vers Manjača. Karadžić met de côté ou ignore le témoignage de son propre témoin Stakic
et qui dit qu'en 1992, les musulmans ont été expulsés de chez eux et étaient contraints de quitter par peur. Et il y a eu des crimes commis par la police et par l'armée à l'égard des musulmans et croates, y compris détention, torture et mauvais traitement avec exécution. À la fin, un grand nombre de musulmans n'a pas voulu s'en aller. En 1993, Deljača a laissé savoir à la direction des Serbes de Bosnie que quelques 5000 corps de musulmans ont été jetés à Tomašica dans la mine et demandé de l'aide pour qu'on les enlève de là. Il s'agit de la pièce dont l'interprète n'a pas entendu la référence. Je vais parler maintenant de Sanski Most et je vais vous relater ce que les éléments de preuve de la défense nous parlent au sujet de ce qui s'était passé à Sanski Most. Et pour des raisons de confidentialité, je vais utiliser des lettres au lieu de donner référence de témoins et ensuite, à huis clos, je donnerai la source véritable. Le SES a réalisé des missions que la direction du SDS leur avait confiées. Il s'agissait d'une formation armée sous le commandement du SDS. Il s'agit d'une citation fournie par A. Ils ont plastiqué des biens musulmans et sont restés une force paramilitaire tant qu'ils n'ont pas été placés sous le commandement de l'armée. Citation du témoin B. Le désarmement n'était pas dirigé à l'égard des Serbes, mais à l'égard des Croates et des musulmans, c'est-à-dire les adversaires. Vers le 11 mai, les musulmans et les Croates avaient déjà rendu leurs armes au poste de police ou au poste de défense civile. Citation du témoin C. La cellule de crise du président Rachula a formulé un ultimatum à l'égard du SDA pour quitter le bâtiment de la municipalité. Il y a eu tir d'un obus de Zoya en direction du bâtiment sans savoir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur ou pas. Plusieurs bureaux ont brûlé. Citation de ce témoin D. Les licenciements des juges non serbes et des représentants ou des employés des tribunaux ont eu lieu en mai 92. Il y a eu une différenciation, entre guillemets, qui avait déjà été effectuée au sein de la police et des autres organes. Avant le pilonnage de Machala, le 26 mai 1992, l'armée a informé la cellule de crise de ce qui allait être fait. On savait parfaitement bien qu'à Machala, il y avait des civils, des familles entières y résidaient. Le commandant militaire appelé Bassara n'a jamais vu son attention portée sur la nécessité de faire attention aux civils. Et bien entendu, il y a eu des personnes de tuées. Et en plus, la destruction des bâtiments s'est faite soit par pilonnage, soit par mise à feu par les soins de l'armée. Les résidents n'ont plus pu revenir chez eux. Les maisons, les quartiers entiers ont été détruits. Je cite le témoin F. Après ce nettoyage, l'opération de Čišćenje, comme on l'appelle, à Vrhpolje et Hrustovo, il y a eu des gens qui ont été tués au pont ou sur le pont ou jetés à l'eau. Citation du témoin F. Après cette opération dirigée vers les villages musulmans, on a détruit les villages et l'armée a récupéré tous les conscrits militaires pour les confier aux autorités civiles pour des interrogatoires. Citation de témoin H. L'armée a pris un grand nombre de personnes à Machala, Vrhlići, Hruspolje et Vrhpolje. Et il y a eu beaucoup de personnes emmenées vers les prisons. Et c'était des gens, je cite, qui n'étaient pas censés être gardés là. L'armée ne faisait pas la distinction entre les différentes personnes, elle ne faisait qu'arrêter les personnes qui étaient en âge de combattre, les hommes en âge de combattre, et les confier aux autorités civiles. Fin de citation. Les gens ont été transférés sans être jugés vers Maniacha et on leur mettait dessus une étiquette qui était celle d'affirmer que c'était des prisonniers de guerre. On ne faisait aucune différence entre les gens. Je cite le témoin I. La cellule de crise a ensuite créé Betonierka. Et le directeur de cette prison répondait de ce qu'il faisait auprès de la cellule de crise. Tous les aimants de l'autorité serbe, la police, les autorités civiles et l'armée avaient pour mission de résoudre le problème des prisonniers. Betonierka était loin d'être un endroit approprié pour y garder des prisonniers parce que, je cite, les conditions y étaient définitivement inhumaines. Je cite le témoin J. La cellule de crise était l'autorité suprême, Rachula était président
de l'Assemblée municipale et par conséquent de la cellule de crise. Vlekesh était son adjoint. Rachula allait vers les réunions de la cellule de crise de l'ARK et il transmettait ce qui avait été adopté comme conclusion. Le commandant Bassara, commandant de l'armée Bassara, a également été présent aux réunions de la cellule de crise. Citation du témoin K. Les autorités municipales ont désigné un certain nombre de personnes pour ce qui est des déménagements de population. Ils ont fait des listes de personnes souhaitant être déplacées. On faisait des listes de transport et on décidait de l'endroit où on les amènerait. Ces soi-disant départs volontaires signifiaient qu'on demandait à quelqu'un de s'en aller, tout simplement parce que les gens ne se sentaient pas en sécurité. Je cite le témoin L. Et ils ne se sentaient pas en sécurité compte tenu des événements que je viens de vous décrire. Les communications ont fonctionné entre avril et décembre 92, bien qu'il y ait eu des coupures entre le 7 et le 10 mai en raison d'activités de combat. Et pour finir, le SDS a exercé un pouvoir absolu qu'il a mis en œuvre par le biais de différentes instances, et notamment la cellule de crise. Je cite le témoin N. S'agissant de la ligne suivie par le SDS, s'agissant de la direction au sommet de la Republika Srpska et en allant jusqu'au niveau local du SDS, c'était une politique qui a été formulée par le SDS. Ça venait du haut, ça venait du président du SDS, Radovan Karadzic, jusqu'au comité local du SDS à Sanski Most. À ce niveau-là, il y a eu formulation et mise en œuvre de la principale composante de cette politique. Citation du témoin O. Comme je viens de vous le dire, il s'agit là des éléments de preuve de la défense relatifs à Sanski Most. Ensuite, la totalité des éléments de preuve montre que le président de la cellule de crise, avant l'opération de Makhala, a donné l'ordre que toute personne armée soit abattue et que les civils capturés devaient être utilisés à des fins d'échange. Il s'agit de la pièce P33 à 29, page 33. Voire encore, l'une des catégories de personnes à détenir et expulser, c'était des personnes qui n'étaient pas les bienvenues à Sanski Most. P22 6 39. Et les autorités officielles de la cellule de crise devaient faire savoir que les musulmans n'étaient pas véritablement des personnes et que les Croates avaient un désir pathologique d'abattre ceux qui n'étaient pas, qui étaient supérieurs à eux. Il convient que nous attribuons une attention particulière à une autre partie de la Bosnie, où les préparatifs de Karadzic effectués en Bosnie, tout comme par les autorités de Belgrade, voulaient créer des municipalités dépourvues de musulmans. Karadzic dit qu'en 1993, il y avait 50 000 personnes à Zvornik, mais que c'était tous des Serbes. En page pièce P794, page 4, la défense décrit Zvornik comme étant l'œuvre des paramilitaires échappant au contrôle des autorités. Mais la défense nous a bien montré qu'il s'agissait d'opérations coordonnées entre les paramilitaires et la direction des Serbes de Bosnie, et ce, en pleine coopération au niveau de la République et les autorités locales qui ont réalisé ensemble des crimes systématiques à l'égard de la population ou des communautés non serbes de Zvornik. La préparation de la prise a commencé avec la réception à Zvornik et la mise en œuvre des variantes A et B formant une cellule de crise. Avant le conflit, Karadzic a utilisé Zvornik comme exemple de la manière dont les prises de pouvoir seraient mises en œuvre. Page 961, P961, page 22. Comme décrit dans le résumé de Zvornik, paragraphe 6, les paramilitaires serbes envoyés par les collaborateurs de Belgrade de Karadzic ont été accueillis à Zvornik par les autorités locales et assignés à des brigades de défense territoriale. Brian Grujic, le président du gouvernement provisoire, a confirmé que, je cite, « J'ai dit bienvenue. Rendez-vous au QG, allez voir le commandant et vous allez être déployés pour aller protéger notre peuple. » Fin de citation. T40 384. Avec la police serbe de Bosnie, la TO et la JNA, ils ont procédé à une prise du pouvoir brutale au cours de laquelle des douzaines de civils ont été tués. Résumé Zvornik, paragraphe 12. Comme indiqué au paragraphe 28,
Après la prise du pouvoir, des opérations de nettoyage généralisées ont été effectuées en coordination entre les forces serbes de Bosnie et les autorités civiles. Les non-serbes ont été arrêtés et détenus dans plusieurs centres de détention et ont été soumis à de mauvais traitements et ont été tués. Et ici encore, la défense cherche à faire endosser la totalité de la responsabilité aux paramilitaires en indiquant au paragraphe 1448 de leur mémoire que ces prisons illégales étaient exploitées par ces paramilitaires. Mais en fait, les autorités de Zvornik étaient impliquées dans la détention illégale de musulmans dans ces centres, en ce compris la garde des facilités, le transfert des détenus entre les différents centres et les mauvais traitements dans ces centres, tout en étant pleinement au courant des crimes commis là. Par exemple, des détenus musulmans à l'usine Alos ont été abusés gravement, pas seulement par les hommes d'Arkan et les Aigles Blancs, mais également par la police serbe. Qui plus est, le gouvernement provisoire serbe de Bosnie était basé à Alos. Voir tableau des incidents énumérés, c'est 27.3. Les plus de 190 hommes tués par balles à l'abattoir de Guero ont été apportés par la police, à la suite de laquelle les forces serbes, en ce compris des gardes en uniforme de la GNA, les ont tués. Le nettoyage des corps a reflété un niveau d'organisation qui semble indiquer qu'il y avait plus qu'une simple participation des paramilitaires, voire tableau A16.3. Comme décrit au B23 et C27.2, les détenus à l'école technique de Karayag ont été détenus là-bas sur ordre du commandant de l'ATO et gardés par la compagnie Karakay de la brigade de Zvornik, en plus de certains paramilitaires. À peu près 160 hommes ont été interrogés, passés à tabac et tués à l'école, et 25 autres ont disparu après avoir été prétendument amenés pour les échanges de prisonniers. Les interprètes demandent au procureur de ralentir. La défense affirme au paragraphe 1453 que les dirigeants locaux n'étaient pas au courant des crimes commis à l'école technique de Karakay, et cette affirmation contredite par plusieurs témoins de l'accusation de la défense. L'un d'entre eux parle d'un secret connu de tous, un secret de Polichinelle, et un autre a reconnu que c'est une rumeur qui circulait en ville. Vassili, page 640, P6405, page 4 et 5. Et tel que décrit dans le tableau des faits, d'hommes culture de chez Lepec étaient gardés par des policiers de la réserve, et les détenus ont été mutilés sexuellement, ont été forcés à manger des parties de corps, et 25 détenus ont été tués. Les musulmans ont été transférés entre des centres de détention Zvornik, ensuite au camp de Batovig, à la suite d'un ordre du gouvernement provisoire ou de l'ATO, accompagné par la police. Les crimes dont j'ai parlé ne visaient pas ces victimes comme individus, mais plutôt toute une communauté. La restructuration démographique par la force de la Bosnie que voulait entreprendre Karadzic devait passer par la destruction de parties significatives des communautés musulmanes et croates de Bosnie. Et le seul terme que l'on peut utiliser pour qualifier cela est le génocide. Le génocide s'entend par un acte commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, radical ou religieux. Donc il doit s'agir en substance d'un acte plus d'une intention. La jurisprudence de ce tribunal montre que ces éléments ont été établis au-delà de tout doute raisonnable dans cette affaire. Premièrement, la condition de l'actus reus du génocide est réunie. Il s'agit d'un meurtre, d'atteinte grave à l'intégrité physique, et la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Même si l'échelle et l'impact de ces crimes peut jouer un rôle dans la détermination de l'intention, il n'existe aucune condition selon laquelle les actes sous-jacents de génocide atteignent un niveau particulier. Donc, il n'existe aucun seuil numérique pour le nombre de membres du groupe qui doivent être tués, aucune condition selon laquelle les
atteintes graves à l'intégrité physique doivent avoir un impact particulier. Et vous avez posé la question de l'article 4.2c au sujet des conditions de vie devant entraîner la destruction du groupe, destruction physique totale ou partielle, constitue l'un des actes génocidaires qui, combiné avec la condition d'intention, constitue le génocide. Il est clair, depuis le début où ces différents actes sont distingués de l'intention, que les termes devant entraîner n'ajoutent pas de conditions d'intention. Il s'agit plutôt d'une définition de la nature de l'acte. Donc, le fait de tuer ne requiert pas d'approfondissement particulier et la nature des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale est définie par le terme grave, mais des conditions graves ne nous aident guère à définir l'acte, donc les rédacteurs ont identifié la nature de l'acte par son potentiel à détruire, donc suffisamment grave. Pour ce qui est des constatation de la Chambre d'appel selon laquelle les musulmans et croates de Bosnie ont été soumis à des conditions de vie qui allaient entraîner leur destruction, eh bien, la Chambre d'appel part de l'intérieur des conditions qui affectaient les membres individuels du groupe. Et il a été dit que cela suffisait pour détruire des individus, ce qui est clair compte tenu des conditions telles que la faim. À la lumière de cela, des conditions susceptibles de tuer des personnes, les preuves ont été suffisantes pour démontrer la position de conditions suffisamment graves devant entraîner la destruction physique du groupe. Donc, suffisamment grave. Qui plus est, la Chambre d'appel a décider sur les faits. Ne cherchez pas à formuler une norme juridique, en particulier une norme qui irait à l'encontre ou qui détournerait la norme de la probabilité objective utilisée par les chambres pour le procès Berjanin, paragraphe 906, invoqué par la Chambre de première instance ici, T28767, et contesté par aucune des parties. En l'espèce, les preuves d'actes génocidaires avec tel massif sont si accablantes que l'on ne saurait contester l'existence de la condition de l'actus reus en l'espèce. Donc, compte tenu de cela, nous allons à présent parler de l'intention de détruire en partie en totalité un groupe protégé. Intention de détruire. Eh bien, cela signifie l'intention de causer la disparition physique d'une communauté. La Chambre Tolimir a indiqué que la destruction physique ou biologique d'un groupe ne passe pas nécessairement par la mort des membres du groupe. Fin de citation, paragraphe 764, en citation du jugement Blagojevic et Jokic, paragraphe 666. Cela se trouve également dans la Convention de statut qui parle du génocide en y incluant des actes autres que la mort ou le meurtre des membres du groupe. Si l'intention de détruire tous les membres du groupe est la conception classique peut-être du génocide, ce n'est pas la plus courante aujourd'hui, ce n'est pas la seule méthode et ce n'est pas la seule forme aujourd'hui. Le tribunal a identifié au fur et à mesure plusieurs facteurs énumérés au paragraphe 574 de notre mémoire, qui peuvent démontrer l'intention génocidaire. Vous pouvez le voir à l'écran. Et ce que ces facteurs ont en commun, c'est leur impact délétère sur le fondement du groupe qui permettent au groupe de continuer à exister. Vous avez posé une question au sujet des déplacements imposés par la force. Ce n'est pas un actus reus spécifiquement énuméré et ne constitue pas génocide en soi, mais la jurisprudence insiste qu'il peut s'agir d'un moyen puissant supplémentaire pour garantir la destruction des fondements de la vie du groupe, de manière à ce que le groupe ne puisse pas survivre ni se reconstituer. Vous pourrez voir cela en contexte dans un instant. Étant donné que tous ces secteurs doivent être examinés dans le contexte de la totalité des opérations criminelles contre le groupe visé, en l'occurrence par Karadzic, par le biais de sa participation à l'entreprise criminelle commune.
Lorsque des massacres multiples du groupe ont eu lieu, lorsque un grand nombre, voire la totalité des membres individuels ont été brutalisés, terrorisés, traumatisés, lorsqu'un groupe a été privé simultanément de ses dirigeants, lorsque ses domiciles ont été détruits, lorsque les bâtiments religieux ont été détruits, lorsque les membres du groupe ont été déplacés par la force, donc séparés et éparpillés physiquement, lorsque les communautés familiales et le tissu historique qui le groupe et ses symboles les plus sacrés ont été détruits, eh bien, l'on ne saurait conclure que l'existence même de cette communauté a fait l'objet d'une attaque intentionnelle, ce qui révèle le but de détruire les communautés non-serbes lorsque cela est nécessaire, qui se trouve au cœur du plan criminel commun. Et s'agissant de la question des juges de la Chambre, j'espère que vous pouvez voir le rôle que le déplacement forcé a joué dans la destruction des fondements de la vie de ce groupe. Les expressions directes du docteur Karadzic de son intention génocidaire et son intention claire selon lesquelles les groupes ne seraient pas capables de se reconstituer renforcent cette conclusion. J'aimerais revenir à Prijedor et me concentrer là-dessus pour illustrer cela. Et vous rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. Jusqu'à 800 civils musulmans ont été tués dans les premières attaques. Environ 350 à 700 civils musulmans supplémentaires ont été tués dans le nettoyage de Bordeaux. Plus de 150 hommes ont été assassinés à Keraterme. Plus de 150 maîtres ont été détenus à Omarska suite au nettoyage de Bordeaux ont été exécutés en une nuit. Les tueries d'Omarska étaient tellement routinières que les prisonniers avaient peur à chaque seconde. De nouvelles dépouilles s'amoncelaient tous les jours. 68 Croates de Bosnie ont été tués, abattus ou tués à la hache pendant une attaque sur Brechevo. Plus de 100 musulmans civils ont été roués de coups, torturés. Des dirigeants politiques musulmans de Bosnie et croates de Bosnie et d'autres membres de la communauté ont été ciblés. Des milliers et des milliers de personnes supplémentaires ont été séparées de leurs familles à Omarska et Keraterme, on les a fait mourir de faim, on leur a renié des traitements médicaux, ils ont été roués de coups, ils ont subi des violences sexuelles et ont été torturés. Et pendant tout ce temps, pour s'assurer que les survivants ne visaient pas à revenir, leurs maisons, leurs mosquées, leurs monuments culturels ont été anéantis. En quelques mois, des milliers de non-serbes de Prijedor ont été tués. Des milliers de plus ont été brutalisés, roués de coups, torturés, soumis à des violences sexuelles et avilis. Les structures religieuses et les symboles de ces groupes ont été détruits ou endommagés sévèrement. Ils ont été, tels des fétus de paille, éparpillés dans le monde. En octobre 1992, environ 38 000 membres des groupes ciblés ont été expulsés de la municipalité, un chiffre qui a été ramené à 44 000 en mai 1993. Tout cela pris ensemble reflète une intention de détruire les communautés musulmanes et croates de Prijedor. Aucune autre conclusion ne peut être justement tirée de ce ravage au sein de ces communautés. Quelquefois, on a parlé d'un effort systématique pour détruire physiquement chaque membre du groupe. Mais en fait, c'était simplement un effort et une intention de détruire la communauté tout entière. Et cette intention est confirmée dans les déclarations directes de Karadzic de ses intentions, lorsqu'il a menacé et lorsqu'il a cautionné ces actions. Sans relâche, Karadzic a dit clairement ce qu'il arriverait aux musulmans de Bosnie et aux Croates de Bosnie s'ils continuaient à poursuivre leur indépendance, pas par la force, mais pas par la force de la nature, se reprend l'interprète, mais par ses propres forces. Ils disparaîtraient, ils seraient annihilés. Il s'agit là de citations où baigneraient dans le sang jusqu'au cou. Il s'est tenu devant eux et leur a dit qu'ils étaient amenés à l'extinction. Mais Karadzic n'est pas
quelqu'un qui donnait des conseils s'agissant de la construction d'un bien immobilier. C'était lui qui était à la tête de tout cela et qui leur a dit « Ne construisez pas ici ou je serai forcé de détruire tout ce que vous construirez ». Comme nous l'expliquons dans notre mémoire au paragraphe 580, ces cris de ralliement de Karadzic constituaient une tentative génocidaire. Et il a affirmé que ses partisans avaient le droit d'utiliser la force. Après le début du conflit, Karadzic a reconnu que les musulmans étaient en train de disparaître et que le conflit était attisé par l'Europe pour éliminer les musulmans. Pièce D92, page 86. En d'autres mots, l'Europe a fait savoir son point de vue et nous devons faire ceci. Dans le mémoire de la défense, au paragraphe 2769, on cite Nedić, dont le commentaire a déclenché la réponse de Karadzic. Nedić a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais provoqué l'exécution de musulmans. Et il a cité son commentaire « Ne tuons pas les femmes et les enfants parce qu'ils portent des sarouels ». Laissons de côté les raisons pour lesquelles Nedić s'est senti obligé de dire à l'Assemblée qu'il ne fallait pas tuer les femmes et les enfants ou dire à l'armée qu'il était contre le génocide. L'importance de cet échange réside dans le fait que Karadzic a convenu que les musulmans étaient en train de disparaître à cause de ses forces, de l'armée, de la police et des cellules de crise. Madame, Messieurs les juges, j'aimerais à présent passer au sens de la nature distincte de ces communautés. Après la pause, car je vois qu'il est l'heure de faire la pause. Le juge Cohen, merci Monsieur Tiger. Nous allons faire une pause de 20 minutes et nous reprendrons à 10h20.